Eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence sur les états modifiés de conscience. Je suis très heureux de vous accueillir. Je m'appelle Naël Guédari, je suis astrothérapeute, hypnothérapeute, et donc j'anime aussi des ateliers de respiration holotropique qui visent à emmener justement en état modifié de conscience. Aujourd'hui, j'avais justement envie de parler des états modifiés de conscience parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas assez connu et qui pour moi, qui est aussi souvent mal perçu et qui pour moi mériterait d'être plus exploré, plus connu, plus compris de façon à comprendre vraiment où est-ce que l'état modifié de conscience nous emmène et à quoi il sert. Donc on va parler des différents états modifiés de conscience, des différentes façons d'entrer en état modifié de conscience. On va s'intéresser aussi à quoi ils servent. Et puis on verra aussi quelques façons, quelques techniques pour entrer en état modifié de conscience, même si on va pas faire ça aujourd'hui. Juste une mise en bouche, on va dire. Donc, n'hésitez pas à interagir s'il y a besoin, s'il y a un moment, si vous voulez dire quelque chose ou vous demandez que je précise quelque chose. Donc, l'état modifié de conscience, qu'est-ce qu'on entend par état modifié de conscience? Si on regarde est-ce qu'on peut baisser juste un peu la lumière, Paolo? Je ne sais pas si tu es là, parce que du coup, ça ébouille pas mal. Si on regarde la définition, et mettre un petit peu de lumière sur la salle aussi, s'il te plaît. Merci. De toute façon, voilà, ce que je vous vois un peu mieux. Si on parle juste, si on regarde la définition, si on s'intéresse à la définition stricto sensu de l'état modifié de conscience, on parle d'une déviation dans l'expérience subjective par rapport à un état de réalité ordinaire. C'est un peu vaste. Hier, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir une définition. Et voilà ce qu'il a indiqué. Une altération temporaire des fonctions normales de la conscience qui peut inclure des changements dans la perception, la pensée, la mémoire et la sensation. Donc on a une idée quand même d'une altération de ce qu'on a l'habitude de percevoir qui va venir transformer des sensations à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau émotionnel, ça peut être aussi par rapport à des souvenirs ou des mémoires qu'on a, et ça peut aussi être d'ordre plus global, plus général, sur des perceptions cognitives de l'existence. Le fait de s'intéresser à cette définition nous donne déjà une première approche de cette notion de plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'on a des façons de fonctionner, on a des façons d'orienter nos perceptions. Vous avez peut-être entendu parler des biais cognitifs qui vont pouvoir être modelés finalement par rapport à l'état dans lequel on se trouve ou aux expériences qu'on fait intérieures. On va y revenir dessus. Je voudrais parler alors il y a plusieurs différents états modifiés de conscience. Je voudrais parler déjà d'un qui nous concerne tous et qu'on expérimente au moins chaque jour. C'est celui du sommeil et des rêves. Quand on rêve, moi je trouve que c'est l'état modifié de conscience par excellence, c'est-à-dire qu'on est complètement déconnecté de nos perceptions de notre corps actuel, c'est-à-dire que notre corps il est dans notre lit et on ne sent pas nos draps, mais on peut vivre des choses qui sont complètement différentes, hors du temps, hors des cadres normaux, et ça c'est notre cerveau qui fait ça, rien d'autre. Notre cerveau a cette capacité à s'intérioriser pendant la nuit, pendant qu'on dort, pendant le sommeil, et à créer quelque chose, un univers intérieur qu'on va expérimenter. Et ce que je trouve extraordinaire dans le sommeil, c'est que on s'endort, on se réveille et on n'est plus fatigué.
on s'est ressourcé, on a dormi, on a retrouvé nos énergies, on est prêt à attaquer la journée. Et c'est cet état modifié de conscience qu'on a expérimenté pendant plusieurs heures qui a reposé, rechargé notre corps. Et c'est pas simplement le fait qu'on n'a pas utilisé notre corps physique, parce que bon, il y a des moments où on s'assoit, où on se repose, on n'utilise pas forcément son corps physique, et on n'est pas reposé pour autant. Là, c'est vraiment le sommeil qui a rechargé les choses, et le fait qu'on soit parti dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire que notre cerveau est vraiment débranché et qu'il soit parti ailleurs pour expérimenter autre chose et pour se recharger. Vous avez certainement entendu, j'ai entendu tout à l'heure à la conférence, il y avait une question sur l'hypnose, vous avez entendu certainement parler de l'hypnose, ou de la méditation, ou de la relaxation. Ces techniques-là aussi visent à nous faire entrer en état modifié de conscience dans différents buts, dans différents objets. En hypnose, on parle d'hypnose thérapeutique souvent pour guérir, pour transformer ses addictions. Mais il y a aussi l'hypnose de spectacle qui nous fait avoir des perceptions différentes. La méditation, c'est une façon d'entrer en état modifié de conscience qui va nous donner une conscience plus élargie souvent, un accès aussi direct à l'intériorité, à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Dans l'hypnose thérapeutique, on va avoir la capacité à développer des ressources, se mettre en phase avec ces ressources, et puis pouvoir peut-être se mettre à fonctionner différemment. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la guérison là déjà qui se passe dans l'état modifié de conscience. Et à travers déjà ces deux exemples, le sommeil, l'hypnose, on voit un peu déjà à quoi nous mène l'état modifié de conscience, c'est-à-dire une sorte de régénération. On pourrait parler de guérison et de guérison directe avec l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va réussir à changer des façons de fonctionner qu'on a. Et on a avec la méditation aussi la capacité à se relier à d'autres plans, à des plans supérieurs. Souvent, quand on médite, c'est pour atteindre le soi, pour atteindre l'état d'illumination ou de l'état de conscience élargie, qui lui-même est un état modifié de conscience. Et donc, dans l'état modifié de conscience, il y a cette espèce aussi d'aspiration à retrouver, à se compléter, à retrouver une sensation de complétude, d'unité intérieure, qui va s'accompagner de bien-être, qui va s'accompagner d'une expérience de quelque chose qui est enrichissant ou est nourrissant. Vous avez peut-être entendu, il y a aussi l'état modifié de conscience qu'on peut atteindre par la prière, hein. C'est ce qu'on voit aussi dans toutes les grandes religions, le fait de prier qui fait entrer dans une sorte de transe, et il y a beaucoup de récits ou de textes de saints ou de grands mystiques qui racontent leurs états modifiés de conscience, qui racontent l'état de transe dans lequel de connexion avec le divin qu'ils atteignent par la prière, par la méditation, par le chant, et donc ça les fait entrer dans une sorte d'extase qu'ils atteignent simplement par la concentration, par la dévotion, l'énergie qu'ils mettent à la prière. On a ça aussi chez les derviches tourneurs, vous connaissez sûrement les derviches tourneurs, voilà, qui tournent sur eux-mêmes. Et on appelle ça le sama, c'est-à-dire le fait de tourner sur soi-même, tourner sur soi-même, tourner sur soi-même. Et en tournant sur soi-même, on se ressente, on trouve son axe, on trouve son soi. Et c'est aussi une autre façon d'entrer en état modifié de conscience et d'atteindre une sorte d'extase divine. On a, au travers de la prière, vous avez entendu peut-être parler des prêtres guérisseurs ou des exorcistes, on en entend moins parler, mais des rebouteux, voilà, des personnes qui sont capables de se mettre en connexion avec une énergie divine et qui vont pouvoir transmettre un soin, transmettre un message, transmettre quelque chose qui va apporter dans la guérison, en tout cas dans l'évolution des personnes qu'ils retrouvent.
cet état de transe, on le retrouve aussi chez les chamans. Vous avez certainement entendu parler du chamanisme. Dans le chamanisme, justement, il y a une notion de se mettre dans un état modifié de conscience. On utilise souvent la musique, les tambours, le son des tambours, pour se mettre dans un état de réceptivité. Et grâce à ça, on va capter des messages, on va capter des esprits, on va capter des voix et pouvoir transmettre aussi un soin, une guérison, un message destiné à une personne. Parfois, ça s'accompagne aussi par la prise de substances. Alors, il peut y avoir des substances purificatrices qui ouvrent les canaux, qui ouvrent les chakras, qui ouvrent les énergies de façon à mieux canaliser, mieux capter des choses. Et puis, d'autres fois, les substances visent carrément à entrer dans un état hallucinatoire ou d'aller à la rencontre d'une intériorité extrêmement profonde, extrêmement cachée, qui ne se dévoile pas comme ça. On va retrouver ça aussi dans les rituels des tribus africaines ou les rituels vaudous, où aussi il va y avoir de la danse, de la musique, des chants qui vont faire entrer des personnes dans un état modifié de conscience qui vont devenir des vecteurs, des canaux aptes à délivrer des messages. Vous avez aussi peut-être entendu parler des Pythis de Delphes, du temple de Delphes en Grèce, qui étaient des femmes prêtresses qui étaient aussi préparées pour canaliser les messages de Dieu, les messages du divin. Et donc il y a plusieurs interprétations, plusieurs hypothèses sur leur façon de se mettre en transe. On dit qu'elles étaient proches, on les exposait à des vapeurs de la grotte, et que du coup c'est cette vapeur-là qui les mettait en transe, ou alors qu'on leur faisait des décoctions, qu'on leur faisait prendre des substances, ou bien que c'était simplement parce qu'elles étaient possédées par le divin qu'elles pouvaient transmettre quelque chose. D'une façon plus moderne, on a le channeling. Vous avez peut-être assisté à des canalisations, des personnes qui se mettent au service de voix, d'entités, de champs de conscience, qui vont pouvoir canaliser des messages, toujours pareil, dans le sens de l'évolution de la conscience, dans le sens de la guérison, dans le sens de l'ouverture plus profonde à soi. Plus couramment, dans nos cultures, eh bien, on a aussi souvent, enfin particulièrement en France, on a l'habitude de se mettre en état modifié de conscience à travers l'alcool, tout simplement, ou le cannabis. Et donc, ces substances nous font entrer en état modifié de conscience aussi, et c'en est un. Quand on dit que l'alcool désinhibe, ben voilà, on est en phase peut-être avec ce qu'on a plus, en phase avec ce qu'on a envie de dire, avec ce qu'on a envie d'être, on se lâche davantage. Le joint, bah voilà, c'est une façon de temporiser, peut-être de se reposer, de déconnecter de sa journée. Et donc on retrouve aussi, à travers ces états modifiés de conscience, bah, finalement une quête de mieux-être, une quête de se sentir bien, bien sûr ça a d'autres conséquences, mais je m'intéresse plutôt à l'esprit ici de ce qu'on cherche à travers ces substances. Et si on va plus loin, à travers la prise carrément de drogue plus ou moins dure, ou ce qui est beaucoup à la mode en ce moment chez nos jeunes, les prises d'ecstasy ou d'MDMA ou d'acide hallucinogène, on va chercher finalement à s'extraire d'une certaine forme de réalité, à s'extraire de ces limites, de ces contraintes, de la façon habituelle qu'on a de percevoir le monde, pour aller vers quelque chose où on se sent plus extatique, plus large, avec une conscience plus élargie, avec peut-être d'autres capacités, la capacité de vivre des expériences finalement surhumaines, au sens au-delà de l'humanité normale, de l'état de conscience normal.
Et donc, on retrouve là, finalement, là aussi, cet esprit de l'état modifié de conscience qui est d'être en contact avec quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse, et si tout se passe bien, qu'on va pouvoir ramener aussi dans sa réalité, voire même conserver dans son champ d'expérience habituel. D'ailleurs, si on regarde l'utilisation qu'on fait aujourd'hui du THC, enfin du cannabis à travers le CBD, on voit que le cannabis, finalement, il est utilisé d'une façon thérapeutique. Au travers du CBD, on enlève quelque part la substance qui donne une sensation de perception différente, d'état modifié de conscience, et on garde le côté détente ou le côté euphorisant que peut avoir le cannabis d'une façon générale. C'est pour montrer que au travers les opiacés, c'est la même chose. Quand on parle des opiacés, l'héroïne, la cocaïne, on connaît les dégâts que ça peut faire. Les opiacés, donc d'où sont tirées la cocaïne et l'héroïne, sont les mêmes substances qui sont utilisées en médecine pour apaiser la douleur, pour arriver à détendre le corps et supporter des choses que dans un état de conscience ordinaire, on aurait du mal à supporter. Et donc, là encore, on retrouve l'état modifié de conscience, c'est-à-dire au sens perception altérée, utilisé à des fins, à des voies de guérison ou de mieux-être. Et donc, on retrouve vraiment, pour moi, alors je ne vous ai pas parlé des NDE non plus, les expériences de mort imminente, qui sont, quand vous avez peut-être entendu dans votre entourage, vous rencontrez des personnes qui ont vécu, qui ont eu un accident ou qui ont réchappé à la mort, ou qui sont tombés dans le coma, ou à qui il est arrivé quelque chose qui ont engagé leur pronostic vital. On a plusieurs témoignages, quand je dis plusieurs, c'est des témoignages qui sont récurrents à travers les siècles, les civilisations et les époques. Il y a d'ailleurs un tableau je ne sais plus de qui c'est, mais qui décrit cette expérience-là. Des témoignages qui racontent une sorte de voyage où la personne se voit sortir de son corps, avoir une vision de l'ensemble de l'endroit où elle se trouve. Parfois, elle est inanimée dans le coma, mais elle peut décrire, après, quand elle se réveille, très précisément qui était là, qui a fait quoi autour d'elle, et comment toutes les choses se sont déroulées. Et puis ensuite se sentir aspirée dans une sorte de tunnel où elle va revoir ses proches, où elle va revoir des personnes qui ont compté pour elle dans sa vie. Et puis arriver au bout du tunnel à une grande lumière devant laquelle elle se trouve, et cette grande lumière est perçue comme une sorte de porte, une sorte de sas, où elle comprend que c'est pas le moment pour elle de passer ce sas-là. Et à ce moment-là, elle redescend, elle repart à travers ce tunnel, et c'est à ce moment-là souvent qu'elle se réveille, ou qu'elle sort du coma, ou que quelque chose se passe. Et donc ça, je vous dis, c'est une expérience qui est décrite vraiment à travers les siècles et les civilisations. Moi, je l'ai lu dans un livre de Platon, donc ça remonte vraiment assez loin. Et donc là, on a une notion quelque part d'état modifié de conscience qui permet de rentrer en contact vraiment avec d'autres plans de conscience, avec quelque chose qui est de l'ordre du divin. Je n'ai pas d'autres mots pour le qualifier. On pourrait parler des mystères de l'univers. Vous avez peut-être entendu parler du voyage astral, qui est aussi ce genre d'expérience où justement on peut se décorporer. Donc,
soit les personnes ont la capacité, soit ça peut arriver au cours d'expériences comme je vous ai décrites. Donc c'est-à-dire sortir de leur corps et du coup aller voyager sur différents plans de conscience, ou même ça peut être des plans terrestres, à d'autres endroits de la planète ou à d'autres endroits de l'univers, et donc du coup accéder à des informations qui ne sont pas communes, et puis ramener du coup ces informations dans leur vie terrestre. Je dis souvent, quand je parle de la respiration holotropique, état modifié de conscience, ça ne veut pas dire perte de conscience. Ça peut, mais c'est pas forcément nécessaire. Quand on est en état d'hypnose, souvent on a quand même la conscience qui reste, on sent ce qui se passe, on perçoit les choses, c'est juste que cette conscience est altérée. Quand on est en voyage astral, on peut percevoir des choses de l'extérieur, d'autres plans de conscience, et il y a toujours quelque chose en nous, ce que j'appelle la conscience, qui enregistre, qui se souvient des informations. C'est grâce à ça qu'on peut ramener ces informations-là sur le plan terrestre. D'ailleurs, quand on rêve, c'est pareil, il y a toujours une partie de nous qui se souvient du rêve. Alors des fois oui, des fois non, mais des fois oui. Et puis on a aussi toutes les maladies mentales, ce qu'on appelle des maladies, la schizophrénie ou certaines formes de maladies mentales, où on a carrément une perception altérée de la réalité. Mais c'est une perception altérée toujours par rapport à une subjectivité générale. Du point de vue de la personne, c'est sa réalité à elle. Et donc, là aussi, on peut parler d'état modifié de conscience, d'une façon finalement différente de percevoir la réalité, mais qui n'est pas forcément fausse dans le contexte où elle se trouve. Et ça a été le gros travail, à mon avis, de Stanislas Grof. Donc Stanislas Grof, qui a été qui a mis au point la respiration holotropique, mais qui a aussi fondé ce qu'il a appelé la thérapie transpersonnelle, où il a inclus justement à toutes les autres formes de thérapie qui existaient, c'est-à-dire celles basées sur le comportement ou la psychanalyse freudienne ou même jungienne. Il a amené la dimension justement spirituelle de la thérapie, la dimension spirituelle dans la thérapie. C'est-à-dire que pour lui, une thérapie qui était simplement mentale, psychanalytique, elle n'était pas suffisante, parce que l'homme avait besoin de se relier à quelque chose de plus grand que lui, à quelque chose qui le dépasse. Et il a travaillé beaucoup avec justement les schizophrènes ou les personnes qui souffraient de maladies mentales, avec la respiration holotropique justement. Et donc en les faisant entrer en état modifié de conscience, il leur a permis d'apprendre à faire la passerelle entre les deux, entre l'état modifié de conscience et puis l'état de réalité ordinaire. Et donc en développant cette souplesse, quelque part il a réussi à leur faire remodeler leur plasticité du cerveau pour comprendre finalement à quel moment ils basculaient en état modifié de conscience et à quel moment ils étaient dans un état de perception normale, entre guillemets. Et donc, à mon sens, c'est vraiment ça que nous amène l'état modifié de conscience, c'est quelque part cette possibilité, cette faculté à ouvrir nos champs de perception et à ouvrir notre esprit. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire que nous sommes limités. Nous sommes limités dans nos façons de penser, dans nos façons de nous comporter. Nous sommes éduqués, socialement parlant, depuis notre plus jeune, plus tendre enfance. On nous apprend certains codes, certaines normes sociales, et on a l'habitude de répondre à ces normes sociales et
d'une certaine manière, notre esprit se modèle à ça et devient une sorte de prison qui peut être plus ou moins dorée, mais en tout cas, l'esprit finalement conditionne l'expérience qu'on fait de l'univers, l'expérience qu'on fait de notre vie. Et c'est à mon sens aussi pour ça que depuis la nuit des temps, l'état modifié de conscience existe et les rituels pour se mettre en état modifié de conscience existent. Simplement pour nous ouvrir le champ de nos limitations, le champ de nos possibles. Je regarde juste le temps. Okay. Donc ces états modifiés de conscience, ces rituels existent pour nous mettre en état modifié de conscience. Vous avez certainement entendu parler des biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est une façon que notre esprit a de réagir, de traiter une information à partir de ce qu'il a, de ce qu'il a appris, de comment il a été éduqué et conditionné. Par exemple, c'est une cliente que j'ai reçue récemment dans mon cabinet qui m'a fait penser à ça. Elle lui est arrivée une histoire où elle a vu une voiture derrière elle, et donc c'était la police, les gendarmes qui l'arrêtaient pour la contrôler. Et elle, dans ce qu'elle a vu, elle n'a pas vu la police et les gendarmes, elle a vu 4 malfaiteurs qui sortaient de la voiture pour l'agresser. Et donc elle s'est enfuie. Et donc, course-poursuite avec la police, elle n'a pas du tout réalisé que en fait, c'était les policiers qui la poursuivaient. Pour elle, c'était vraiment des gens qui voulaient lui faire la peau. Et donc, bon, je vous passe l'histoire, mais c'est allé loin du coup, parce qu'elle s'est retrouvée devant le tribunal. Mais en parlant avec elle, quand elle m'a raconté l'histoire pour la première fois, j'ai dit pourquoi tu t'es pas arrêté? Elle m'a dit c'était des gendarmes, et on est tous conditionnés quelque part pour s'arrêter devant les gendarmes et obéir aux forces de l'ordre. Sauf que ça, c'est un biais cognitif. Je dis, si on regarde les choses d'un point de vue juste reptilien, c'est-à-dire instinctif, j'ai 4 personnes habillées en noir avec éventuellement une arme à la main qui se dirigent vers moi, je me barre. Et quelque part, c'est juste naturel et normal sa réaction. Et elle, elle a aussi d'autres biais cognitifs qui, de par son histoire, elle n'a pas vu des gens qui lui font du bien, elle a vu des gens qui lui font du mal, donc elle est partie. Et voilà, c'est pour vous dire que on a cette puissance de ces biais cognitifs, de ces conditionnements finalement qui nous enferment, qui nous limitent et qui, parfois, souvent, nous empêchent d'expérimenter quelque chose d'épanoui, d'expanser à l'intérieur de nous. Et donc c'est pour moi toute la magie et toute la promesse des états modifiés de conscience, c'est-à-dire de nous emmener vers quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse et qui va nous nourrir, qui va nous féconder, nous ensemencer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va nous faire évoluer et nous transformer. Donc on a vu qu'il y avait, au travers de ces différents états modifiés de conscience, qu'il y avait plusieurs façons d'entrer en état modifié de conscience. Ce que j'ai vu à travers les différentes techniques ou les différents exemples que je viens de citer, c'est la concentration, comme la prière par exemple, la musique, la danse, l'usage de substances, les rituels. Donc il y a plusieurs façons d'entrer en état modifié de conscience. Et donc, comme je vous disais, c'est une porte d'accès à la guérison de nos blessures. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va créer une structure énergétique ou une structure mentale de conditionnement, comme je vous ai décrit tout à l'heure? C'est souvent nos blessures émotionnelles, c'est souvent les manques qu'on a vécus, les choses qu'on n'a pas eues, et qui vont créer des stratégies
de biais cognitifs ou de schémas répétitifs à l'intérieur de nous qui vont nous enfermer finalement à l'intérieur de nos blessures. Et donc de ce point de vue-là, l'état modifié de conscience est vraiment une porte d'accès à un autre regard sur nous-mêmes, une autre vision de nous-mêmes, une autre compréhension de nos blessures, une prise de conscience aussi de ce qu'on renferme à l'intérieur de nous. Et de ce point de vue-là, il amorce un processus de transformation et un processus de guérison. Donc je vous ai parlé du sommeil tout à l'heure, le fait que le sommeil était la façon de se régénérer par excellence, de se guérir de nos événements de la journée par excellence. Quand quelqu'un va mal, il risque de tomber dans l'alcool, il va chercher quelque part à fuir ses problèmes, à aller mieux. Ce n'est pas forcément une solution durable, mais on retrouve encore ce besoin d'aller mieux par rapport à des problèmes qu'on rencontre. Quand on n'est plus conventionnel et que les choses ne vont pas dans notre vie, on va souvent voir un psychiatre qui va nous prescrire des médicaments. Et donc ces médicaments, souvent, ils sont quand même faits à base d'opiacés, etc. C'est des médicaments qui vont nous déconnecter en fait, de toute notre sphère émotionnelle pour nous permettre de mieux gérer notre vie, pour nous permettre de rester fonctionnel dans notre vie. Mais on sait aujourd'hui, d'après les études, enfin, c'est pas d'après les études, les gens qui prescrivent les médicaments le savent aussi, ce ne sont pas des médicaments qui guérissent, ce sont des médicaments qui inhibent, donc qui déconnectent le cerveau, toute la partie du cerveau logique, du néocortex, avec le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Donc en augmentant la barrière de sérotonine, la sérotonine qui fait la barrière entre ces deux cerveaux, on réussit à déconnecter finalement la partie émotionnelle de nous, de notre cerveau. Ce qui fait qu'on continue à fonctionner. On continue à fonctionner, mais on est déconnecté de nos émotions. C'est pour ça que souvent les gens qui prennent des antidépresseurs sentent qu'ils vont mieux dans leur vie, au sens qu'ils arrivent mieux à fonctionner, mais ils sont autant déconnectés des émotions négatives que des émotions positives. Et c'est ça le problème, à mon sens, dans la prise de médicaments. Le problème avec ça, pour moi, c'est qu'on est dans une sorte de déviation et de mauvaise compréhension de ce qu'est l'état modifié de conscience. Parce que d'une certaine manière, je vous ai parlé de l'alcool ou de la prise de médicaments, ça crée une certaine forme d'état modifié de conscience. Mais il n'y a pas l'esprit qui va avec, il n'y a pas la substance. C'est-à-dire qu'on va prendre des médicaments pour continuer à fonctionner comme avant. Là où en fait on aurait réellement besoin d'un changement, d'une transformation radicale intérieure. Et l'état modifié de conscience, en tout cas dans l'esprit du rituel ou d'aller vers quelque chose qui va nous ouvrir, il y a quand même l'idée de plonger dans l'inconnu, de faire un saut dans quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, puisque ce n'est pas de notre perception ordinaire. Ça ne relève pas de notre perception ordinaire. Donc il y a l'idée quelque part de prendre un risque et d'aller chercher dans cet espace qu'on ne connaît pas quelque chose qu'on va y trouver, dont on va avoir besoin et qui va nous changer radicalement, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire entrer dans une autre relation à nous-mêmes. C'est tout ce qu'on a vu avant, la perception d'autres champs de conscience, des captations des messages du divin, la guérison. Donc il y a quelque chose de très sacré, de très spirituel à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la psychologie transpersonnelle de Grof, c'est-à-dire que inclure la dimension spirituelle,
va nous permettre finalement de nous reconnecter à quelque chose de profond en nous, qui vit, qui a besoin de se manifester ou d'être plus présent en nous. Et à mon sens, c'est vraiment ça la problématique quand on souffre de dépression, qu'on va mal dans sa vie, c'est qu'il y a souvent une coupure entre notre être, c'est-à-dire qui on est, ce qu'on a envie d'être, ce à quoi on aspire dans la vie, et finalement ce qui se passe dans notre vie, ce dans quoi on est pris. Et il y a souvent besoin de se reconnecter à cet être profond pour ensuite manifester quelque chose qui est plus juste pour nous dans nos vies. Et il y a souvent ça, que ce soit dans les burn-out ou dans les dépressions, il y a ce côté, j'ai perdu mes valeurs, j'ai perdu quelque chose qui était important pour moi, et du coup je me retrouve simplement à fonctionner en étant déconnecté, comme si j'étais en roue libre, en étant déconnecté de ce qui m'anime vraiment. Et là, pour moi, l'état modifié de conscience est une porte royale, une voie d'accès royale justement vers soi. Encore faut-il qu'il soit compris et qu'il soit fait dans une juste perception de ce qu'on fait, pour qu'il porte vraiment ses fruits. Voilà. Alors, il y a quelque chose que moi je trouve important dans l'état modifié de conscience, c'est que il y a quelque chose qui me plaît dans la religion musulmane, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le croyant. C'est un précepte de l'islam, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'état modifié de conscience. C'est-à-dire quand vous êtes entré en état modifié de conscience, c'est vous qui vivez le truc. C'est vous qui sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vous qui sentez vos blocages, qui tout d'un coup comprenez vos peurs, vos angoisses, etc. Et c'est vous qui vivez un processus de transformation, d'évolution que vous menez par vous-même. Et donc ce que vous vivez, vous savez ce que vous avez vécu et ce que vous avez transformé. Vous savez ce que vous avez transformé. Et du coup, vous savez où vous en êtes. Et donc il y a quelque chose qui vous rend autonome là-dedans, qui vous permet finalement d'évoluer et d'être à chaque fois de plus en plus la personne que vous êtes. Quand on va en thérapie, quelque part, on accepte d'aller explorer sa conscience, d'aller explorer ses limites, d'explorer ses blessures, et d'une certaine manière, on se met en état modifié de conscience. On change sa perception sur soi-même, on laisse tomber les masques. Alors, des fois, ça peut prendre un peu de temps pour être justement au plus près, au plus juste de qui on est, de ce qu'on vit et d'être dans sa justesse. Donc, on retrouve quelque part cette idée d'aller vivre les choses en conscience. Quand on va vivre les choses en conscience, on ne les subit pas. Quand on sait ce qu'on fait, on peut plutôt quand on sait pourquoi on fait les choses, on peut en tirer davantage de résultats, on peut mieux les intégrer et les incorporer à sa vie de tous les jours. Je vais pas avoir le temps de développer, mais on peut faire aussi des ponts avec l'astrologie. Je suis également astrologue, on va faire une conférence cet après-midi avec mon épouse sur l'astrologie, mais on a dans l'astrologie une planète qui s'appelle Neptune, qui nous permet de voir aussi quelles sont les relations qu'on peut avoir avec les états modifiés de conscience, les perceptions plus grandes de nous, extrasensorielles. Et on voit aussi que quand cette planète est pas bien aspectée ou qu'il y a des cristallisations autour de ce champ d'expérience, eh bien, il peut y avoir justement des déviations
expérience qu'on peut faire de cette planète et du coup arriver à des problématiques comme des névroses, comme des difficultés, des angoisses, des difficultés à être là, à être présent à sa vie. Et donc, ça va être aussi intéressant de pouvoir comprendre ces mécanismes et de trouver finalement votre porte d'entrée pour les guérir. La conférence touche à sa fin. J'espère que je vous aurai donné envie peut-être de passer le pas, peut-être de vous intéresser aux états modifiés de conscience. Il y en a plein, que ce soit la méditation, je vous ai parlé un peu de la respiration holotropique. Pas trop, la respiration holotropique, c'est une façon d'entrer en état de modifié de conscience, en état de transe, par de l'hyperventilation, c'est-à-dire une respiration accélérée qui va déclencher un processus à l'intérieur de vous qui peut faire ressortir des mémoires, des émotions refoulées, des souvenirs, et qui peut vous faire aussi accéder à d'autres plans de conscience. Voilà, il y a plein de façons de vivre une expérience de respiration holotropique, mais du coup qui va vous permettre, comme je disais, qui va déclencher un processus d'auto-guérison intérieure, de guérison à travers une expérience qui peut être plus ou moins intense, et qui va vous permettre d'aller à la rencontre de vous-même, de vous explorer, de vous soigner, de vous guérir, et de développer des potentiels qui peut-être restent cachés. Donc voilà, il y a aussi d'autres façons d'entrer en état modifié de conscience. N'hésitez pas à venir me questionner après la conférence. Je suis donc sur le stand B1, sur le stand Bref Thérapie. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions. J'ai également quelques flyers là et mes cartes de visite si vous souhaitez les prendre. On se parle plus longuement prochainement. Voilà, merci de votre attention.